Donc, sans plus tarder, on respecte notre horaire. On commence avec notre conférencière invitée qui va clôturer notre cycle de conférences invitées. Donc, Dalia Gesualdi-Fecteau, qui est membre du barreau du Québec, professeure titulaire à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal, directrice du Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail, le CRIMT. Donc, Dalia, de 2012 à 2022, était professeure au département des sciences juridiques à l'UQAM, titulaire de la chaire UQAM sur l'effectivité du droit du travail. Auparavant, encore, avant 2012, elle a pratiqué le droit du travail à la Direction générale des affaires juridiques de la Commission des normes du travail, aujourd'hui la CNE-SST. Donc, on est vraiment très content d'avoir Dalia avec nous. Dalia s'intéresse beaucoup aux fortes mutations de l'organisation du travail. Ses recherches documentent dans quelle mesure le droit du travail parvient à redresser les inégalités dans les rapports de travail. Elle s'intéresse aux déficits de protection avec lesquels différents groupes de travailleurs et travailleuses composent, lesquels découlent autant de l'inadéquation du droit du travail que des difficultés d'accès aux protections existantes. Donc, Dalia a siégé sur plusieurs comités d'experts, notamment celui sur les normes du travail fédéral moderne, le comité d'experts chargé d'analyser les recours en matière de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle au travail en 2023. Donc, elle travaille beaucoup avec une approche partenariale, comme ici aujourd'hui, notamment avec le milieu syndical, qu'elle connaît très, très bien. Donc, on a beaucoup de chance de l'accueillir aujourd'hui parce que les syndicats sont des alliés incontournables et cruciaux pour l'avancement des droits des travailleurs temporaires au Québec et au Canada, et dans le reste du monde d'ailleurs. Et donc, on l'accueille chaleureusement ce matin à Québec. Alors, merci beaucoup, Daniel. Puis moi, je vais en profiter, comme c'est moi qui commence, pour féliciter Daniel. Franchement, moi, ça fait longtemps que Daniel et moi, on travaille ensemble, pas directement toujours, de façon un peu indirecte, et je pense que ce projet-là est un reflet aussi de ton engagement à titre d'universitaire. Puis je pense qu'il faut le saluer parce que c'est vrai aussi que c'est pas toujours les projets avec le plus de millions qui donnent le plus de retombées. Mais ça prend une équipe et des gens qui embarquent, mais ça prend aussi quelqu'un qui mène le bateau. Puis bravo, Daniel, c'est vraiment une très belle réalisation. Bravo. Alors, écoutez, c'est toujours très gênant de se faire déballer sa bio avant une conférence. Je dis toujours aux gens, en général, faites pas ça, c'est pas nécessaire. Mais je vais vous parler un peu de mon parcours, pas pour parler de moi, mais pour vous dire pourquoi je suis ici aujourd'hui. Puis, que la somme des réflexions que je vais vous partager aujourd'hui, c'est 20 ans de travail avec les organisations syndicales, mais aussi des partenaires communautaire pour comprendre justement le rôle de l'action syndicale à l'égard des travailleurs qui sont souvent en déficit de protection. Puis on va parler plus spécifiquement ici des personnes qui ont un statut migratoire précaire. Alors, hier, c'est très drôle parce que présentement, je ne sais pas si vous le savez, d'habitude, moi, je parle à un parterre de gens qui connaissent très bien les enjeux de travail, connaissent rien des enjeux de migration. Fait qu'aujourd'hui, je change un peu mon approche. Présentement, ce sont les États généraux sur le syndicalisme. Donc, essentiellement, toutes les organisations syndicales se sont réunies pour essayer de réfléchir à les défis qui sont devant eux. Et il y en a beaucoup, si vous regardez les nouvelles ces jours-ci, disons que le vent leur souffle fortement dans le visage. Et finalement, pour essayer de réfléchir de façon intersyndicale, ce qui est très rare au Québec, les solutions et finalement les pistes d'action qu'il convient d'envisager. Puis la question de comment justement l'action syndicale doit mieux s'ajuster à la réalité d'un collectif de travail qui n'est plus homogène. La question, c'est l'a-t-il déjà été, et vraiment à l'avant-plan. Donc, hier, je faisais la présentation dans le cadre de l'activité intersyndicale sur les États généraux. Donc, la présentation que je fais aujourd'hui, c'est vraiment le fruit de plusieurs recherches que j'ai menées de façon partenariale avec les associations syndicales pour un peu rendre compte disons, des défis qu'il convenait d'adresser, mais aussi de voir à quel point, depuis le milieu des années 2000, le milieu syndical a réussi quand même à opérer certains changements et à prendre en compte la réalité de certains groupes de travailleurs et de travailleuses. Et ce n'est pas parfait, mais il y a du travail qui a été parcouru. Moi, quand j'ai commencé à travailler ce dossier-là, au milieu des années 2000, c'était les premiers dossiers menés par, à l'époque, le Centre d'appui des travailleurs agricoles, le CTTI, de travailleurs agricoles ou de travailleuses domestiques qui étaient non syndiqués. Et dans plusieurs conventions collectives, on retrouvait
encore des clauses qui disaient que les travailleurs migrants étaient exclus de la protection des conventions collectives. Donc, je pense qu'on a parcouru un chemin depuis 20 ans, c'est pas parfait, il y a encore beaucoup de travail à faire à l'échelle locale, mais je pense que c'est à ça qu'il faut réfléchir, à savoir comment on conceptualise l'action syndicale, puis comment justement elle doit s'approprier ce dossier-là pour opérer des changements qui sont autant structuraux que vraiment plus à l'échelle locale. Alors, vous le savez, puis je vais passer très rapidement sur cette slide-là, les voies d'entrée sur le marché du travail se multiplient. Puis ce que ça crée, et notamment pour l'acteur syndical en termes de complexité, c'est que ça crée différents niveaux de disparité. Puis c'est vrai aussi pour les travailleurs migrants, vous le savez comme moi, il y a un enjeu de reconnaissance de compétences et de qualifications. C'est-à-dire que les gens, ils arrivent dans un milieu de travail, ils ont un poste souvent pour lequel ils sont largement surqualifiés. Et que l'acteur syndical, il le voit parce qu'il est sur le terrain. Mais souvent, même quand ces personnes-là, avec la règle de l'ancienneté, pourraient accéder à des promotions, ils peuvent pas compte tenu des règles du programme. Donc ça, en termes de cohésion du collectif salarié, c'est un enjeu de taille. La question de la mobilité professionnelle, évidemment, pour les personnes qui ont un permis fermé, permis nominatif, c'est un enjeu fondamental. La question de la limite de la durée du séjour, qui peut entraîner une pluralité d'obstacles, notamment l'accès à la francisation. Quand on a une durée de séjour limitée, apprendre le français, ça se fait pas en criant ciseaux, surtout quand on travaille un nombre d'heures très, très, très considérable. Et évidemment, ça, je vous apprends rien, la possibilité d'accéder à la résidence permanente. On est passé par, des chemins assez sinueux, une période où c'était plus facile, une période où c'est beaucoup plus difficile, même quand on a une expérience de travail ou qu'on est un étudiant qui a fini un parcours d'études ici. On assiste aussi à une multiplication des projets pilotes présentement. Il y en a un dans la transformation alimentaire qui fonctionne très bien, que moi j'ai pu étudier avec l'acteur syndical, justement, qui est dans ces milieux-là, qui donne accès à la résidence permanente après un certain moment de travail dans ce secteur-là. Mais là aussi, écoutez, on le sait, ça arrive comme peau de chagrin, la possibilité d'accéder à la résidence permanente. Et quand on travaille avec les associations syndicales, ils vont le dire, c'est les premiers à le décrier. C'est un enjeu. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont formés, qui sont dans les milieux, qui sont intégrés dans les communautés et qui potentiellement ne pourront plus rester sur une période plus longue. Donc, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est ça. Quand on parle d'accès au droit, quand on parle d'effectivité du droit, c'est quoi le rôle pour l'action syndicale? Alors, si on regarde le triptyque, je parle de ça assez proche, c'est correct? OK, parfait. Quand on parle du triptyque précarité du statut migratoire, effectivité du droit et action syndicale, c'est quoi les opportunités, mais c'est aussi, il faut regarder aussi quelles sont les tensions. Alors, évidemment, l'acteur syndical et l'action syndicale permettent de visibiliser des couches de vulnérabilité, soutenir l'accès aux droits et revendiquer des changements structurels. Si on regarde les commissions parlementaires, à peu près tous les projets de loi qui ont concerné, que ce soit des consultations qui ont été faites par IRCC, ESDC, IO provincial, les syndicats sont là pour essayer justement d'amplifier la voix d'une requête de changement structurel. Donc, ils sont là aussi dans les milieux pour assurer un meilleur accès aux droits, mais il en demeure pas moins qu'il y a des limites internes, il y a des enjeux de représentativité, hein. Les exécutifs syndicaux sont excessivement homogènes et parfois, ils composent avec une priorisation des enjeux qui fait en sorte que des groupes de travailleurs plus précaires vont pas nécessairement prendre toute la place qu'ils devraient prendre. Je pense qu'il faut le dire quand même, qu'il faut comprendre que la question du taux de couverture syndicale, c'est-à-dire le pourcentage de gens qui sont syndiqués au Québec, on est quand même les champions en Amérique du Nord. Si on se compare au reste du Canada, aux États-Unis, évidemment, aux États-Unis, c'est en chute libre. Là. On est dans le secteur privé, on est à moins que 10 % de syndicalisation. Au Québec, en 2024, on se maintenait à un taux d'à peu près 40 %. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une grosse différence entre le secteur public et le secteur privé. Le secteur public, qui est à plus de 80 %, vient vraiment gonfler le nombre de personnes syndiquées, alors que dans le secteur privé, on est donc aux alentours dans les 20 %, 22 % à peu près. Quand on regarde vraiment après ça de façon sectorielle, les derniers chiffres du ministère du Travail viennent de sortir pour 2024. Le secteur primaire, donc ça, c'est tout ce qui est foresterie, transformation primaire et tout ça, on est à peu près 20 %. Dans la dernière décennie, on a perdu à peu près 10 points de pourcentage dans ce secteur-là. Donc, le nombre d'entreprises syndiquées a énormément diminué dans le secteur de la transformation primaire. Si vous regardez hébergement et restauration, on a un taux de présence syndicale excessivement faible, à 9 %. Dans le manufacturier, donc ça, c'est tout ce qui est, des usines, on va les appeler comme ça, que ce soit de la transformation alimentaire ou, par exemple,
de la troisième transformation de bois d'œuvre ou autre, l'aérospatiale, 30%. Puis dans les secteurs publics, dans les services publics, on est à presque 75%. Donc, vous voyez, on a une variation importante selon les secteurs. Évidemment, ça n'empêche pas l'acteur syndical d'intervenir de façon transversale, mais de façon locale. Donc, dans les milieux de travail, le taux de présence de couverture syndicale a une incidence parce qu'il y a des milieux où les syndicats sont à peu près absents. Je dirais que les services, hébergement, restauration, ça aussi, et il y a eu une légère augmentation en plus dans les dernières années, mais ça reste un taux qui est très, très bas. Alors, je ne vous ferai pas tout un cadre théorique sur les répertoires d'action syndicale. On est en relation industrielle. Moi, je suis une juriste de formation. J'ai été longtemps dans une faculté de droit. Maintenant, je suis dans une école de relations industrielles. C'est vraiment quelque chose avec lequel on travaille beaucoup, la question des répertoires d'action syndicale. Donc, moi, je vous présente un peu des cadres, je dirais, une superposition de cadres pour réfléchir justement. C'est quoi les facteurs qui influencent les répertoires d'action syndicale? Bien, le premier, évidemment, c'est le contexte institutionnel. C'est quoi les lois? Hein? Puis là, récemment, on a une loi qui est adoptée, qui est le projet de loi 89, qui vient finalement changer radicalement comment on va faire la grève au Québec. Là, on va vraisemblablement avoir un autre projet de loi qui va être déposé pour augmenter la soi-disant transparence syndicale. La question de comment on encadre les négociations. Dans le secteur public, par exemple, c'est une négociation qui est excessivement centralisée au niveau de plus en plus national. Donc, le niveau local a très peu de prise pour être capable d'introduire des changements dans la convention collective. Donc, ça aussi, il faut comprendre le contexte institutionnel qui a une incidence sur ce répertoire d'action syndicale. Les caractéristiques organisationnelles, est-ce qu'on est un énorme syndicat? Est-ce qu'on est un tout petit syndicat? Est-ce qu'on est affilié à un plus gros syndicat? Est-ce que, bon, il y a là aussi, ça a une incidence sur nos ressources et sur nos capacités sur le plan des répertoires d'action. Ressources disponibles, donc de quelles ressources on se dote aussi, quel choix on fait. T'sais, moi, je travaille avec des syndicats qui ont décidé dans les dernières années d'embaucher des gens dont le rôle, c'est de se promener dans les unités où il y a des travailleurs migrants pour donner des services, pour comprendre les réalités, pour mieux ajuster les conventions collectives. Il y a des syndicats qui n'ont même pas encore un comité interculturel. Donc, tu sais, on a des syndicats qui ne sont pas au même niveau de maturité institutionnelle, je dirais, sur ces enjeux-là et qui font des choix et qui se dotent de ressources en conséquence. Les stratégies choisies, la culture militante, hein, on a des syndicats qui ont des approches militantes qui sont très différentes de d'autres syndicats. Des syndicats qui vont être dans une approche d'alliance avec le milieu communautaire, de syndicalisme communautaire. D'autres syndicats qui ont une vision un peu différente, plus axée vraiment vers le service aux membres. Donc, on peut faire une typologie de ce type de stratégie-là en lien avec la culture militante des syndicats qui s'explique souvent par l'historique de construction de ces centrales syndicales-là. Comment on construit les alliances externes, avec qui on fait des alliances externes. Il y a des syndicats qui sont très versés dans l'action internationale, d'autres avec des alliances peut-être plus locales. Et évidemment, la légitimité sociale, et ça, je vous dirais qu'on est dans une période qui est excessivement complexe au niveau de la légitimité sociale de l'action syndicale et de l'institution syndicale. Je vous dirais que l'action syndicale, le CPQ vient de sortir un sondage, on perçoit encore d'un très bon œil l'action syndicale, mais les syndicats en tant qu'institution sont de plus en plus, disons, contestés dans l'espace public. Et ça, c'est un enjeu parce que ça va venir ensemble tôt ou tard. Parce que ça va avoir un impact sur le contexte institutionnel et la régulation. Donc, quand on se promène dans les syndicats, quand on fait de la recherche de terrain, moi, c'est ça que je fais depuis plusieurs années avec les syndicats. Moi, j'ai formé, je pense, à peu près tous les syndicats sur la question du travail migrant depuis le tournant des années 2005-2010. À l'époque, quand j'étais à la commission des normes, alors ça, c'était avant que la CNESST existe, on formait dans les syndicats. Imaginez-vous comment c'était une autre époque. On allait faire des formations pour dire voici les règles du programme, voici les défis, voici c'est quoi un permis fermé. J'ai fait ça à partir de 2006-2007. Mais clairement, il y a encore aujourd'hui, puis c'est ça mon constat, puis je viens de terminer une recherche avec 3 collègues. D'ailleurs, je veux le souligner, ce que je vous présente aussi, c'est pas le fruit de mon travail, mais vraiment le fruit d'un travail en équipe. Et ce que je vous présente aussi ici, c'est vraiment le fruit d'une demande de recherche qui est venue des partenaires syndicaux et que j'ai menée avec Patrice Jalette, mon collègue à l'école, et une étudiante qui s'appelle Rosalie Archambault. Donc, ce qu'on constate, c'est que les syndicats ne connaissent pas la composition de leur membership. Ils savent pas c'est qui est chez eux. Ils savent pas c'est quoi, en vertu de quel programme ils sont, c'est quoi leur permis, est-ce que c'est un demandeur d'asile, est-ce que c'est un immigrant reçu. Dans certains cas, ils savent même pas, est-ce que c'est quelqu'un qui vient par le PMI, le programme de mobilité internationale, ou le PTET. Il y a une méconnaissance terrible du membership et conséquemment, une méconnaissance aussi
de leur réalité et des défis avec lesquels les travailleurs composent et leurs demandes. Hein. C'est quoi leurs attentes? Ben, ça va tout ensemble. Quand tu sais pas c'est qui ton membership, tu sais pas c'est qui leurs attentes. Donc, il y a du travail qui se fait là-dessus, mais je vous dirais qu'on est encore un peu en mode rattrapage sur cette question-là. La question de la cohésion du collectif salarié, alors, et ça, c'est pas étranger au discours politique actuel. Ce qu'on constate quand on va sur le terrain, c'est qu'on constate une espèce de méfiance, recul, hostilité plus grande à l'égard des travailleurs migrants. Les collectifs salariés ne sont pas imperméables au discours politique, surtout dans certaines régions, et vont souvent un peu répéter le discours dominant d'une crise du logement causée par les travailleurs migrants, etc. Et ça peut créer des fractures au sein d'un collectif salarié qui, il y a quelques années, allait pourtant très, très bien. L'interaction entre la convention collective et les règles posées par le droit de l'immigration, ça, je vous dirais que je reçois 6 appels par semaine là-dessus parce que il y a des syndicalistes qui savent pas quoi faire. Hein, tu sais. Quand on dit que la règle de l'ancienneté fait en sorte que les premiers mis à pied, ça devrait être les derniers rentrés, puis que les travailleurs migrants sont souvent les derniers rentrés, mais là, si on les met à pied, il y a une époque où c'était pas évident qu'ils avaient accès au chômage, ça créait des maux de tête absolument spectaculaires. Et non seulement ça, des règles comme les accès aux promotions dans plusieurs milieux syndiqués, quand tu accumules une certaine ancienneté, tu as le droit à des postes qui sont souvent plus intéressants, moins pénibles, mais pour certains travailleurs, c'est pas possible compte tenu des règles du programme. Donc, il y a vraiment des enjeux importants là-dessus qui créent des effets directs sur l'accès aux droits dans les milieux de travail. Le dernier exemple, et ça, c'est vraiment l'exemple archétypal, vous le savez, en vertu du PTET, il y a un contrat de travail qui est imposé par ESDC. Mais dans les milieux syndiqués, les travailleurs, ils n'en ont pas de contrat individuel, c'est la convention collective. Donc là, il faut assurer une articulation de ce qui est écrit dans le contrat individuel, où souvent on a les règles en matière de logement, par exemple, et la convention collective. Et ça, l'acteur syndical, il n'est pas formé pour ça, il ne sait pas quoi faire. Lui, c'est un applicateur de la convention collective, c'est ça son pain puis son beurre, puis un peu de SST dans certains égards. Mais les règles du programme, donc là aussi, il y a un travail en termes de formation et de compréhension des enjeux dans des milieux où c'est pas marginal, le phénomène du recours au travail migrant. La mobilisation et l'implication syndicale, alors ça ressort excessivement fortement. Ils viennent pas aux assemblées, ils viennent pas voter, ils viennent pas à nos activités. Tu sais, puis hier, j'ai donné la présentation avec Amel Zaza de l'Observatoire sur la justice migrante, puis elle disait, c'est pas tout de dire aux gens, vous êtes les bienvenus. Je trouvais que c'était quand même bien imagé. C'est pas tout de dire aux gens, vous êtes les bienvenus, mais vous êtes les bienvenus, vous parlez pas notre langue. Je veux dire, vous êtes les bienvenus, c'est pas assez. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour assurer l'implication syndicale, la mobilisation de ces travailleuses-là? C'est encore, une fois, un défi d'importance. Moi, c'est ce que j'appelle la segmentation formelle et informelle du travail. Alors, on le sait, souvent, les gens qui viennent avec un statut migratoire précaire vont occuper des emplois plus pénibles. Et ça, je veux dire, c'est ce que moi j'appelle la segmentation formelle, c'est-à-dire que les travailleurs migrants vont occuper des emplois qui sont plus pénibles, mais aussi de la segmentation informelle. Si le collectif salarié est relativement composé de gens qui ont la résidence permanente, la citoyenneté ou un statut migratoire, mais qui occupent telle fonction quand ils sont plus pénibles et comment se répartit le travail informellement, il y a un enjeu là aussi. Puis ce qu'on constate, c'est que c'est pas juste les derniers rentrés qui font la job la plus dure. Il y a aussi une répartition souvent en fonction du statut migratoire et je dirais de la langue parlée. Je reviendrai là-dessus, c'est un enjeu. La francisation, là, on était des champions au Québec sur la francisation des temporaires. On en va assister à des reculs majeurs dans les prochaines années, mais ça, c'est vraiment, ça a des enjeux sur le plan de l'organisation du travail, de l'assignation des tâches. C'est évident, n'importe qui dans les milieux de travail vont vous le dire. La question de la méconnaissance des droits, je passe rapidement là-dessus, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. L'accès à la francisation, quand j'ai fait mes entrevues cet été, il y a un représentant syndical, un délégué plancher qui m'a dit, tu sais, la francisation, là, chez nous, là, puis on était dans le secteur industriel lourd, il m'a dit, c'est une question de vie ou de mort. Si tu ne comprends pas la règle de sécurité, tu vas te passer le bras puis tu vas peut-être mourir. Puis je veux dire, si, moi je lis, souvent je me fais violence comme ça, je lis les rapports de la CNESST en cas de décès, puis on a eu un cas effrayant dans une usine de transformation alimentaire qui a mené à un décès d'une personne qui ne comprenait pas le français et c'était clair qu'il ne comprenait pas la règle de cadenassage de la machine. C'était ce qu'on appelle dans notre langage, en droit du travail, un danger machine. Et il est décédé. Donc, la question de la francisation, c'est pas juste pour de l'intégration sociale, c'est important, j'en conviens, c'est important d'être capable d'aller à l'épicerie, faire la banque tout seul,
mais en milieu de travail, quand on regarde concrètement les risques en matière de santé et sécurité du travail, l'absence de francisation, ça devrait être identifié comme un risque à la santé et sécurité du travail. Alors, je vais vous présenter ma pyramide que je présente souvent. Je m'excuse pour les personnes qui m'ont déjà vu présenter cette pyramide. Alors, c'est comment on peut cartographier les niveaux de l'action syndicale? Bien, évidemment, il y a le niveau macro, politique publique, intervention dans les institutions publiques. Hein, l'acteur syndical, il est là dans un paquet d'organismes ou paritaires ou de dialogue social. La CNESST, c'est un conseil d'administration qui gère ça, puis la partie syndicale est là, comme la partie patronale. La Commission des partenaires du marché du travail, il y a un cycle d'autres d'acteurs comme ça, où il y a du dialogue social, où il y a une forme de paritarisme qui est déployée. L'acteur syndical est là. Le niveau méso, moi, je l'identifie comme étant les enjeux sectoriels et régionaux. Et toute la question du rôle des intermédiaires de recrutement, pour moi, vont là. Pourquoi? Parce que les intermédiaires de recrutement souvent agissent dans une perspective sectorielle. Ce qu'on voit, c'est que les agences de placement vont se spécialiser souvent dans un secteur d'activité précis et il y a un rôle à jouer là, de mon point de vue, pour l'acteur syndical. Et il y a le niveau micro où on est vraiment là au niveau de l'organisation du travail, au niveau des stratégies locales, au niveau des conditions de travail et aussi de voir ce qui peut être fait en termes de violation aux droits dans le milieu de travail. Alors, peut-être rapidement passer sur le niveau macro-méso parce que je pense que j'ai pas trop besoin de vous faire un dessin sur cette question-là, mais justement, la partie syndicale est très présente dans différentes institutions et si vous regardez, je l'ai dit en introduction, les différentes commissions parlementaires qui portent pas seulement sur des enjeux de travail et emploi, souvent la partie syndicale est là. Vous allez voir dans la consultation actuelle sur les niveaux d'immigration. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais l'annonce de la planification sort et la consultation se termine la veille. En tout cas, on va le temps de lire le rapport qui est remis, le mémoire qui est remis la veille. En tout cas, bref, ça c'est mon commentaire éditorial. Mais si vous regardez, il y a 140 mémoires qui ont été reçues jusqu'à maintenant et si je me trompe pas, il y a beaucoup de syndicats qui ont déposé des mémoires. Évidemment, ils ont pris une place importante dans cette discussion sociétale-là. Il faut quand même le reconnaître et il faut aussi reconnaître, et là aussi, les personnes des groupes communautaires ou des groupes de défense de droits ou le milieu associatif en général vont dire c'est pas parfait, c'est vrai, mais il y a quand même eu des avancées de l'approche dite de syndicalisme communautaire, c'est-à-dire de l'alliance, ce qu'on appelait à une époque l'alliance syndicale société, donc de dire ben le syndicalisme a un rôle à jouer pour appuyer les groupes qui œuvrent finalement à essayer de porter la voix de personnes qui sont dans une situation de précarité. Alors, je veux quand même juste signer que le projet de loi qui risque d'être déposé sous peu, qui va venir repenser à comment les organisations syndicales doivent utiliser leur cotisation syndicale, va avoir un impact direct là-dessus. Parce que quand on appuie financièrement un groupe, on n'est pas dans la défense directe des intérêts de nos membres et c'est là-dessus qu'on veut venir jouer. Donc, faut comprendre que c'est pas juste la transparence syndicale qu'on vient chercher, mais c'est aussi le rôle du syndicalisme au-delà, justement, des interactions du quotidien dans le milieu de travail et ce qui, historiquement, a été le rôle du syndicalisme quand même en termes de progrès social et de justice sociale. Je fais juste vous le souligner parce que ça s'en vient dans les prochaines semaines. Alors, quelles sont les stratégies au niveau micro? Puis là, j'ai décidé de pas vous faire un déballage de méthodologie, mais je vais vous présenter deux recherches différentes qu'on a faites. Une première, qui est une analyse des conventions collectives. On a analysé 110 conventions collectives. Puis vous savez, au Québec, trouver des conventions, faire de la recherche dans les conventions collectives, c'est la croix et la bannière parce que notre moteur de recherche qui s'appelle Corail est excessivement pénible. Mais on a fait affaire, nous, on travaille aussi avec le ministère du Travail, avec des partenaires communautaires, des partenaires syndicaux, puis on espère, avoir identifié pas mal toutes les conventions où il y avait le mot migrant, étranger, travailleurs étrangers, PTET, demandeurs d'asile. Bref, on a essayé de faire le tour pour répertorier toutes les conventions où on parlait de la question où on visibilisait la présence de travailleurs, travailleuses à statut migratoire précaire. On en a trouvé 110, puis ça a donné lieu à un guide, une recherche partenariale. Ça, d'ailleurs, c'est très drôle parce que je pense qu'on l'a fait avec 0 cent de budget parce que ça a été une demande des partenaires syndicaux, puis on l'a fait vite pour rentrer dans le cadre d'un chantier, puis on a produit un guide qui, finalement, essaie de répertorier les meilleures pratiques dans les conventions collectives. Donc, je vais vous donner des exemples d'adaptation dans les conventions collectives qui visent à rendre compte de la présence de travailleurs et travailleuses migrantes.
Puis après ça, ben il y a une autre recherche qu'on a menée, puis là, je vous fais d'un scoop, un gros scoop, mais finalement d'une recherche qu'on est en train de mener dans toutes les centrales syndicales avec des délégués planchers pour comprendre, eux, au-delà de la convention collective, qu'est-ce qu'ils ont déployé comme stratégie au quotidien pour essayer de rendre compte, finalement, de la présence de ces travailleurs et travailleuses-là. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que si on s'arrête à l'analyse des conventions collectives, on n'en aura pas assez. Pourquoi? Parce qu'obtenir un changement dans une convention collective, ça exige l'installation d'un rapport de force. Puis actuellement, au Québec, dans beaucoup de secteurs, on est beaucoup plus en mode préservation des acquis qu'en mode essayer de bonifier le contenu de la convention collective. Donc, essayer de convaincre à la table de négo d'obtenir des gains pour des travailleurs migrants, ça peut être plus difficile parce qu'on est souvent en mode, on essaie de conserver qu'est-ce qu'on a. Alors ça revient quand je vous parlais de répertoire d'action syndicale plus tôt. C'est quoi les stratégies puis la priorisation des enjeux? Il y a un enjeu à cet effet-là dans plusieurs milieux de travail. Donc, ce que plusieurs associations syndicales locales priorisent, c'est des stratégies vraiment qui n'ont pas besoin d'être cristallisées dans une convention collective ou qui, puis c'est ça qu'on s'est fait expliquer, sont d'abord testées puis qui éventuellement seront cristallisées dans une lettre d'entente jointe à la convention collective ou éventuellement dans le contenu même de la convention collective. Alors, juste un exemple de type de clause dans les conventions collectives. Alors, je vous l'ai dit, il y a 20 ans, on avait un nombre prépondérant de conventions collectives prépondérantes. Je peux pas le chiffrer parce que je l'ai pas analysé de façon exhaustive à l'époque, mais on rencontrait régulièrement des conventions collectives qui excluaient les travailleurs migrants temporaires du contenu de la convention collective et où on disait c'est le contrat du fédéral qui s'applique. Il y en avait des conventions qui disaient ça et c'est pas compliqué, c'est contraire à la charte, je veux dire. Il n'y a pas d'autre façon de le dire, c'est directement contraire à la charte des droits et libertés de la personne. Puis là, ce qu'on constate, c'est un changement qui s'opère ou au contraire, évidemment, la portée n'est que symbolique parce que la Convention s'applique aux travailleurs migrants temporaires. Il n'y a pas de question qui se pose là-dessus, mais il y a un nombre prépondérant, à peu près 60% des conventions, où on a décidé de le mettre, de l'indiquer formellement que l'ensemble de la Convention s'applique aux travailleurs. Ça change rien sur le plan du droit, mais ça a une portée symbolique forte pour dire on prend acte du fait que ces gens-là font partie intégrante de notre collectif salarié. C'est souvent un reflet du chemin qui a été parcouru dans la négociation des conventions et de la prise en compte des intérêts de ces travailleurs et travailleuses-là. Je vais pas tout repasser les catégories. De toute façon, on va publier quelque chose, un rapport autour de cette recherche-là sous peu. Mais on a des conventions, presque le quart des conventions qu'on a étudiées, où il y a justement une clause qui prévoit la traduction de la convention collective et de l'interprétation offerte dans le cadre des assemblées générales. Donc, si par exemple, on a un groupe de travailleurs qui parlent qu'espagnol, on va assurer la traduction de la convention en espagnol et l'interprétation des instances syndicales en espagnol. Alors, peut-être un petit point plus décevant, vous savez, quand un travailleur, par exemple, se fait congédier avec une durée de séjour limitée, un visa qui va expirer, bien, je ne sais pas si vous le savez, mais faire entendre un grief au Québec, c'est long. C'est long, ridiculement long. Ça peut aller jusqu'à 2 ans faire entendre sa plainte de congédiement devant un arbitre de grief. Donc, il y a très peu de conventions qui prévoient une procédure de grief accélérée. Ça, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut que les associations syndicales et les employeurs travaillent parce qu'évidemment, il y a là une perte de droit évidente. Si on ne peut pas accélérer la procédure de grief, bien, la personne, ça fait longtemps qu'elle soit plus au Québec ou en tout cas qu'il s'est passé autre chose sur le plan de son parcours migratoire. Tu peux pas attendre 1 an et demi, 2 ans pour faire entendre ton recours de congédiement. Beaucoup de conventions qui traitent du logement des travailleurs, hein, parce qu'avant, on laissait ça au contrat. Donc, dans le contrat qui était, si vous voulez, le contrat type qui est un peu imposé en quelque sorte par le programme des travailleurs étrangers temporaires, par exemple, ben là, il y a de plus en plus de conventions qui vont avoir une lettre d'entente. On va prévoir ce que le logement doit contenir, parfois qui va au-delà des exigences du règlement sur les normes du travail ou au-delà des exigences du programme. Bref, donc, on a quand même de plus en plus de conventions qui traitent de ça. Des dispositions aussi sur l'accompagnement lors des visites médicales ou des soins médicaux. Ça, c'est très complexe comme sujet parce que l'association syndicale souffre parfois le chaud et le froid en disant « mais moi, j'ai pas de monde qui parle assez bien espagnol, l'employeur a embauché quelqu'un, est-ce qu'on devrait y aller à 3? Le travailleur a le droit aussi à sa vie privée. » C'est un sujet qui est compliqué, puis ça, je pense qu'il faut pousser cette recherche-là, comment
on envisage l'accompagnement. Est-ce que ça doit être fait par l'acteur syndical ou l'employeur ou est-ce qu'il ne faudrait pas passer par un tiers? Il y a de la réflexion à faire là-dessus, puis de toute façon, c'est un nombre marginal de conventions qui en traite. Donc, vous voyez, en somme, si je peux dire, on a quand même, puis à géométrie variable selon l'objet, une prise en compte de plus en plus importante de la présence de ces travailleurs et travailleuses-là dans les milieux qui se reflètent dans la convention collective. Mais comme je vous ai dit, il faut aussi regarder concrètement dans ce que moi j'appelle les pratiques du quotidien, les stratégies syndicales pour justement ajuster finalement les stratégies d'intervention aux réalités que vivent ces travailleurs et ces travailleuses-là. Et dans les entrevues que j'ai faites dans les derniers mois, qu'on a fait, parce que je les ai vraiment pas faites toutes. Dans le fond, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de syndicats qui font des démarches pour s'informer de c'est qui leur membership, qui font des sondages, qui vont faire des focus group. Mais le problème, c'est que vous savez comme moi qu'il y a des travailleurs qui savent même pas, donc qui n'ont pas nécessairement la pleine vision des différents statuts et permis qu'ils ont pu obtenir dans une trajectoire migratoire. Puis ça, c'est particulièrement vrai, je vous dirais, avec des gens qui finissent par être des demandeurs d'asile, mais en tout cas, on pourrait y revenir. Mais donc, il y a une cartographie qui se fait dans certains milieux, tant de la composition de la main-d'œuvre que des préoccupations. Ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Et on favorise l'implication syndicale par la mise en place de différentes stratégies. Donc, oui, il y a la question d'interprétation, mais il y a des milieux où on s'est rendu compte que quand on le faisait en hybride, ça favorisait la participation parce que les gens pouvaient se retrouver intimidés de rentrer dans une grande salle d'assemblée générale, d'aller voter avec des cartons, donc d'y aller avec une approche plus, je dirais, qui permet un petit peu plus d'anonymat, ça favorisait la participation. Et il y a des milieux où, et ça c'est très fort dans le milieu manufacturier, où on fait des rencontres préalables aux assemblées avec les travailleurs pour expliquer le processus et aussi pour, je dirais, faire de la pédagogie sur le plan de la terminologie, parce que ça, c'est l'autre affaire. Une résolution à l'unanimité, tu sais, si on n'a jamais fait si on n'a jamais participé à des assemblées délibératives, je veux dire, je m'excuse, mais on ne connaît pas ce langage-là. Puis il y a beaucoup de pédagogie à faire autour du langage syndical, une convention collective, un grief, une disposition, même si tu l'interprètes dans la langue que tu comprends, si tu n'as pas été socialisé à cet environnement-là, si tu n'as pas été socialisé à ce langage-là, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe et c'est important donc d'expliquer de façon très pédagogique. Et il y a des milieux où on a pris les travailleurs à part et on a dit, OK, là, on va vous expliquer les étapes. On va vous expliquer c'est quoi les termes. Bon, ça se fait pas partout, mais ça se fait et on constate un changement de l'implication syndicale quand on met en œuvre ce genre de stratégie-là. Il y a des milieux, puis ça, j'ai vu ça, j'étais très étonnée de voir ça en région, des liens avec des organismes communautaires, pas juste de défense de droits, mais aussi qui font beaucoup de travail sur le plan socio-communautaire, donc, tu sais, d'accueil et tout ça. Puis là, tu sais, il y a un milieu, puis là, je vais pas vous dire lequel, ceux qui connaissent la région vont reconnaître l'entreprise, mais quand même dans une région relativement éloignée d'un grand centre, où on a accueilli un nombre très important de personnes des Philippines. Et là, l'association syndicale était complètement désorganisée, ne savait pas quoi faire et a fait affaire avec un organisme communautaire d'accueil d'intégration pour avoir des outils pour les accueillir convenablement et ça a donné de très, très beaux résultats. Même chose avec tout ce qui est stratégie d'accueil et d'intégration. Il y a des syndicats qui faisaient ça quand les gens débarquaient. Tu sais, débarquent de l'avion, prend l'autobus, arrive dans le milieu, puis là, ils faisaient une journée d'accueil et d'intégration. 4 heures d'information. Ça marchait pas. Ils se sont vite rendus compte que ça, c'était complètement ridicule. Donc, de faire une intégration vraiment par étapes et d'y aller vraiment de façon, je dirais, tu sais, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et il y a un répondant syndical qui m'a dit, j'ai trouvé que c'était très bon, il m'a dit, moi j'ai découvert à un moment donné qu'il y a une façon puis là je paraphrase, mais c'est ça qui, j'arrive à mon punchline, là, il a dit, il y a une façon de créer de l'unité là, dans un milieu, là, c'est le sport puis la bouffe, là, tu sais, fait qu'on fait des barbecues communautaires, on explique que, tu sais, l'équipe de hockey c'est quoi, on les amène à l'aréna, puis eux, tu sais, ils nous font part, par exemple, de leur passion pour le soccer, c'est hyper important. Puis il y a un milieu de travail, puis c'est vraiment, c'est un détail, mais ça a tout changé. Un milieu de travail qui était excessivement réfractaire à l'arrivée d'un groupe de travailleurs en vertu du PTET, qui a décidé quelques semaines après, ça marchait vraiment pas dans la cohésion du collectif salarié était en effritement
beaucoup d'enjeux de microagression et de racisme dans le milieu de travail. Puis là, on dit, bon, on va faire un barbecue communautaire, mais on va matcher les travailleurs. Fait que là, ils ont pigé des travailleurs. Jean Tremblay, il était avec Monsieur XYZ, ensemble, puis ils partageaient un repas. Chacun faisait un repas, puis il le partageait, puis il était obligé de se parler pendant 1 heure. C'était vraiment, c'était pas, tu sais, puis apparemment, il y a eu un avant et un après. C'est pas compliqué. Puis, tu sais, bref, cet exemple-là est un exemple vraiment très anecdotique et très peu scientifique, mais qui a amené une démystification un peu de la présence de ces travailleurs-là, qui a aussi amené, c'est ça aussi qui est fondamental quand on étudie les dynamiques de travail, qui a amené aussi un lien personnel. On a compris le parcours de la personne, on a vu la photo de ses 3 enfants, on a compris c'est quoi les sacrifices, fait qu'on comprend mieux pourquoi le gars s'y donne 300 pièces d'épicerie quand il arrive. Parce que c'est ça le problème aussi. C'est qu'on comprend pas pourquoi lui, il a 300 pièces d'épicerie, un certificat cadeau qui est fourni quand il arrive, puis un manteau d'hiver. Des fois, il y a des avantages comme ça dans certaines entreprises qui sont conférés aux travailleurs. Puis moi, je l'ai pas, puis moi, j'ai de la misère à arriver. Puis moi, tu sais, j'ai de la misère à payer mon loyer, puis moi, j'ai une personne me paye de manteau. Mais parce qu'on ne comprend pas l'histoire des personnes derrière, qu'est-ce qu'ils ont concédé dans la trajectoire migratoire, puis pourquoi ça, c'est une façon pour les personnes de les accueillir et de reconnaître les sacrifices importants qu'ils font sur le plan de leur vie personnelle. Fait que ça, c'est des exemples très concrets, mais qui, de mon point de vue, est un des enjeux sur le plan des stratégies syndicales, c'est que les syndicats se parlent peu. Hein, entre eux, même au sein même d'une section locale, au sein même d'un syndicat, au sein même d'un affilié, il y a peu de moments où ils peuvent échanger là-dessus et c'est ça qu'il faut arriver. Il faut arriver à généraliser ces stratégies qui sont vraiment transformatrices dans les milieux de travail. Le dernier élément, là, il me reste combien de temps à peu près? Je vais laisser la place pour les échanges. OK, je vais conclure rapidement, juste pour donner l'opportunité qu'on puisse échanger. La question des règles en matière d'immigration. Alors moi, encore une fois, puis encore aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de misère à dire non. On m'appelle, le nombre de représentants syndicaux qui ont mon numéro de cellulaire qui me textent pour me demander, là, cette règle-là, comment je l'applique, là, ça a changé, là, j'ai vu que, là, c'est un PVT, là, comment ça marche, sont complètement en manque d'outils pour être capable de répondre. Et là, qu'est-ce qui arrive? Et ça, c'est la démarche classique, c'est que tout le monde se tourne vers l'employeur. Et là, l'employeur, dans certains cas, les ressources humaines se sont formées aux règles d'immigration, mais dans plusieurs cas, ils externalisent à des avocats ou à des consultants en immigration. Donc, il n'y a plus d'expertise dans le milieu de travail sur cette question-là, ni de la part de la partie syndicale, ni de la part de la partie patronale. Et c'est un enjeu parce que à quelque part, on est complètement privé de moyens d'intervention si on ne dispose pas de la connaissance. Donc, il y a 2 cas de figure. Il y a le cas de figure où l'employeur va carrément, je dirais, sous-traiter toute cette gestion-là à des conseillers en immigration et à des avocats ou à des avocats. Et le cas où les ressources humaines ont pris des formations, comprennent mieux. Et le cas où la partie syndicale a, et c'est souvent des stratégies très individuelles, il y a quelque chose, il y a un enjeu sur le plan organisationnel là qui n'est pas encore complètement développé, où le représentant ou le délégué plancher va comme s'être formé un peu, où il y a un conseiller syndical au niveau fédératif ou au niveau de la section locale qui va être plus au courant et qui va pouvoir donner de l'information. Mais ça, le nombre de citations vues dans les verbatim qui disent « Moi, je suis un expert de la Convention, je ne suis pas un avocat en droit de l'immigration, je ne suis pas un conseiller en immigration, j'en ai. » Puis il faut les convaincre de l'importance d'au moins comprendre sont où les drapeaux. On ne leur demande pas, même moi je suis une avocate, 90 ans avec ces dossiers-là. Quand j'ai des questions, j'appelle mes collègues pratiques en droit de l'immigration, parce que même moi, j'ai de la misère à me démêler des fois. Je veux dire, tu sais, on peut comprendre, mais des fois, c'est juste de lever le drapeau puis dire « Ah, là, je sens qu'il y a quelque chose, puis il va falloir que j'approfondisse cette question-là puis aller chercher des solutions. » Mais pour ça, il faut avoir une base de connaissances parce que sinon, le drapeau ne peut même pas être levé. Donc ça, il y a des super belles stratégies qui sont déployées ici, de type avoir une personne dans une section locale qui a la responsabilité de ce dossier-là et qui peut être une espèce de courroie de transmission. Mais ces pratiques-là doivent se généraliser. On n'est pas encore dans un moment où c'est une pratique qui est généralisée. Il en reste des défis, des obstacles. C'est beaucoup des enjeux structuraux qu'il convient encore d'adresser. La complexité des règles en matière d'immigration, c'est un fait.
L'interface entre les règles issues du droit d'immigration et les règles de la convention collective, et je dirais plus largement du droit du travail et du droit de l'immigration. Il y a une pluralité d'acteurs qui interviennent, mais aussi des règles qui, des fois, ne s'articulent pas entre elles. Ça crée des problèmes vraiment dans le quotidien professionnel des gens. Ça fait en sorte qu'il faut hiérarchiser avec les outils parfois imparfaits que l'on a, la mise en œuvre d'une règle versus l'autre. Et il y a quelque chose dans les représentations collectives que le droit d'immigration, c'est quasiment comme le code criminel, et ça vient en haut de toutes les autres règles. Et ça, il y a quelque chose à démystifier là-dedans dans les milieux de travail, que c'est pas vrai. Oui, c'est un ordre public de direction et le droit du travail, c'est un ordre public de protection, mais il y a une façon de réfléchir à l'articulation de ces deux régimes de droit-là. Et ce n'est pas vrai que parce qu'il y a un contrat individuel que nécessairement la convention collective disparaît. C'était ça il y a 20 ans. Quand on travaillait avec les syndicats il y a 20 ans, ils nous disaient « Mais nous, on a mis ça dans la convention, que la convention ne s'applique pas aux travailleurs parce qu'il y a un contrat individuel qui nous est imposé. » C'était pas toujours dans une volonté d'exclure ou une volonté de marginaliser. Ça partait profondément dans une méconnaissance de, justement, comment concevoir l'articulation des régimes de droit. Il y a toute la question de la francisation, et moi, je ne suis pas une experte de la francisation, mais c'est tellement sorti dans mes entrevues, qu'à une époque, la francisation était favorisée, même les employeurs libéraient, et que là, les taux se resserrent énormément sur les possibilités de francisation, et que désolé, mais de la francisation à l'extérieur des heures de travail, ça ne marche pas pour des gens qui ont un statut temporaire. Ça ne marchera pas, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Et ça, le terrain le dit constamment, et les fois, encore aujourd'hui, où on constate une libération des travailleurs et des travailleuses pour se franciser dans le milieu de travail, c'est quand c'est lié à un besoin organisationnel. Parce que le travailleur n'est pas francisé, ça crée des bris dans la chaîne de production, parce que ça crée des risques en matière de santé et sécurité. Puis là, c'est comme si l'employeur comprend l'importance. Et ça, c'est la job du syndicat de visibiliser. Oui, c'est utilitariste. Oui, ça instrumentalise la francisation avec un objectif. Mais à un moment donné, pourquoi pas? Si c'est ça qui marche pour libérer des heures pour que les travailleurs puissent se franciser, je pense que c'est une stratégie qu'il vaut la peine d'exploiter, même si on va tous s'entendre là-dessus, la francisation, c'est pas juste dans une perspective utilitariste qu'il faut la penser. Alors, je vais m'arrêter ici pour vous dire que c'est sûr qu'on est parti de loin. On a fait énormément de progrès. Il y a encore du travail à faire. Il y a des changements structuraux qui s'imposent pour que cette action syndicale se consolide et se développe encore plus fort. Et c'est évident que ça exige un élargissement du répertoire d'action syndicale, qu'il faut innover, j'ai ce mot-là, mais je vais l'utiliser pareil, des stratégies de solidarité, puis des partenariats communautaires. Ça, il y a des syndicats qui sont très en avance là-dessus, et d'autres avec lesquels il faut travailler plus fortement. Alors, je m'arrête ici. Questions, échanges, commentaires, peut-être de vos expériences à vous de recherche, mais merci beaucoup de l'invitation, Daniel.